Ruben et moi nous embrassâmes par-dessus la table, prenant soin d'éviter les longues bougies blanches dégoulinantes de cire et nos flûtes débordant de champagne. Pour fêter nos 8 ans, nous nous étions offert un restaurant gastronomique. La soirée se passa à merveille. La nourriture et le vin s'accordaient à merveille. On se regardait comme au premier jour. On riait aux éclats, on ne s'ennuyait jamais. On rentra à pied à notre appartement, toujours éméché, bras dessus, bras dessous. On se mit au lit, fit l'amour, puis s'allongea sur le côté l'un en face de l'autre, comme toujours. On discutait de tout et de rien jusqu'à l'endormissement. C'était mon premier amour, j'espérais le dernier. Petit à petit, tout a commencé lorsqu'il perdit son travail. Ce fut un choc, on ne s'y attendait pas du tout. Il faisait partie d'un large plan de licenciement dans le but d'une restructuration organisationnelle. Encore des excuses douteuses pour se débarrasser d'employés au salaire moins compétitif qu'à l'étranger. Au début, il resta confiant. Il avait de l'expérience, un CV solide. Au bout de quelques mois, il commença à perdre patience, à déchanter. Il s'énervait contre tout et n'importe quoi. Il était devenu irritable, étouffant, on sortait de moins en moins. Moi qui adorais sortir. Il disait qu'il fallait qu'on fasse attention à nos dépenses. Je lui disais qu'avec mon salaire, on pouvait subvenir à nos besoins, le temps qu'il en retrouve un autre. En réalité, je sentais bien que la cause était autre. Il avait honte. Je n'étais même pas sûre qu'il l'ait avoué à ses proches. Il avait des accès de colère injustifiés. On se mit à se disputer à propos de sujets qui n'avaient pas lieu d'être, qui ne le dérangeaient pas avant. Ce que j'aimais chez Benny, c'est qu'il était organisé, volontaire, il anticipait tout. Tous les samedis matins, il me tirait du lit pour qu'on aille au supermarché avant 11h. Car après, il y avait trop de monde. Je m'amusais à le retenir à coups de câlins pour qu'il reste avec moi au chaud sous la couette. Je finissais toujours par céder. Je m'amusais à faussement bouder et à m'habiller n'importe comment pour l'embêter. Je le faisais rire. Il appréciait le fait que je ne sois pas obsédée par mon apparence ou la sienne, que j'accordais peu d'importance au regard des autres. Lui, il y accordait beaucoup plus d'importance. Une fois, en course, je m'amusais à mettre des gâteaux et du chocolat dans le caddie. Il les remettait à leur place dans le rayon et me disait « C'est pas bon pour toi. » Quand il y mettait de la bière, je le regardais d'un air rieur et lui faisais la même remarque taquine. On prenait soin l'un de l'autre. Un jour, j'aperçus Mathieu, un des rares collègues avec qui je m'entendais bien. Je m'empressais de faire demi-tour et de me cacher derrière Ruben. Il me regarda perplexe. « Pourquoi tu te caches? Tu essaies d'éviter quelqu'un? » me demanda-t-il en haussant les sourcils. C'est Mathieu, mon collègue. Murmurai-je surprise. Bon, pourquoi tu vas pas lui dire bonjour? Pourquoi tu le mets bien? S'étonna-t-il intrigué. Ouais, enfin, c'est le week-end là. J'ai la flemme de taper à discute. Répondis-je moitié heureuse, moitié malicieuse. Cela l'amusa, et il me rabattit mon bonnet sur les yeux sans s'arrêter de rire. On rentra à l'appartement et on se mit à ranger nos courses. De nature maladroite, j'avais une fâcheuse tendance à renverser ou à casser des objets. Cette fois n'y manqua pas. Sans faire exprès, en voulant ranger des pâtes dans le placard, je renversai une pile d'assiettes. Il se mit alors dans une fureur noire. Putain, mais c'est pas vrai. T'as de la merde dans les doigts ou quoi? Je n'ai marre, tu fais jamais attention à rien. Tu peux pas regarder ce que tu fais? Tu crois qu'on a les moyens de racheter tout ce que tu casses toutes les semaines? T'es vraiment bon à rien, putain. S'enflamma-t-il. Ça va, m'engueule pas comme ça, je vais ramasser. De toute façon, c'est moi qui paye. Répondis-je embarrassée. C'est Ça, hein, rappelle-moi bien que je ramène pas d'argent. Putain, t'es vraiment conne. Vas-y, casse-toi, je vais le faire. Casse-toi, je te dis de ça, hein. continua-t-il sur le même ton en me poussant, alors que j'étais en train de ramasser les débris, accroupi. Il m'arracha la porcelaine des mains, me coupant au passage la paume et les doigts. Humiliée, je partis m'isoler dans notre chambre. L'épisode précédent fut suivi par d'autres, plus ou moins intenses. Il en avait de plus en plus après moi. Il ne voulait plus que je sorte autant qu'avant. Il voulait que je reste avec lui, à l'appartement. Il me faisait culpabiliser, me disait que je le laissais tomber, que je me fichais de lui, que je ne pensais qu'à m'amuser. Un soir, alors qu'il jouait à FIFA, avachi sur le canapé, il se mit même à me sermonner sur ma façon de m'habiller. Tu vas où comme ça? Me demanda-t-il agressif. Je vais boire un verre avec Lorena et les autres. Tu veux venir? Répondis-je indifférente. Et depuis quand tu t'habilles comme une pute pour aller voir tes potes? Continua-t-il sur le même ton. Et toi? Depuis quand tu m'insultes? Ça fait des années que je laisse... Qu'est-ce qui te prend? Commençais-je à m'énerver aussi, Il me prend que j'en ai marre de voir pavaner comme ça dehors, alors que moi je reste ici comme un con. s'emporta-t-il. Mais t'es sérieux? Je t'ai proposé de venir et puis je m'habille comme je veux, c'est quoi ton problème? Ajoutai-je, Bon, vas-y, c'est ça. Barre-toi, allez. me lança-t-il avant de se remettre à jouer. Quand je revins le soir, il s'était calmé et on se réconcilia sur l'oreiller. Il me demanda pardon, en m'embrassant éperdument et en m'assurant qu'il avait juste peur de me perdre. Mais l'épisode se répéta plusieurs fois. Je m'évertuais à essayer de le rassurer, de lui changer les idées. Je m'amusais à me glisser sous la douche quand il la prenait, prétextant des économies d'eau chaude d'un air coquin. Cela le mettait de bonne humeur. On n'était pas réellement en mauvais termes, mais ce n'était plus comme avant. Il m'oppressait. Finalement, un jour, il m'annonça qu'on était invité à dîner chez Nabil, un ami à lui que je connaissais bien. Je fus surprise, car il avait pris l'habitude de refuser toutes les sorties et invitations qu'on lui proposait. Au début, j'étais un peu mal à l'aise car il se remit à être de nouveau attentionné avec moi. À un moment,
Je me retrouvais seule avec la nouvelle fiancée de son ami dans la cuisine. Elle me dit à quel point j'avais de la chance d'être avec Ruben. Il était tellement charismatique, divertissant, dévoué. Je lui dis que tout n'était pas rose, qu'aucun conjoint n'était parfait, qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Elle ne semblait pas m'écouter et ne faisait que le regarder avec convoitise. La jalousie ne réussit pas à s'emparer de mon insécurité. On se remit à table et Nabil se mit lui aussi à vanter notre relation. À quel point on était un couple idéal, qu'il nous prenait pour modèle, qu'on réussissait à s'aimer toujours autant depuis si longtemps. Je ne trouvais rien à répondre. Ruben, si. Tu sais, pour construire une relation saine, faut avant tout du respect mutuel, de la confiance, de la communication, des petites attentions au quotidien. Ça se travaille, c'est pas toujours facile. Parfois, on s'énerve pour rien, après on regrette. Mais le plus important, c'est de savoir pardonner. Moi, par exemple, comme tu sais, j'ai perdu mon travail depuis. Je sais que je suis désagréable, irritable. Je lui fais des réflexions, des remarques qu'elle ne mérite pas. Mais elle est patiente avec moi. J'ai énormément de chance d'avoir Amélie. Elle me donne envie de tout faire pour qu'on reste ensemble. Il s'était mis à me prendre la main, à la caresser doucement en me souriant d'un air protecteur. Je lui rendis un sourire incertain. Sur le chemin du retour, il m'arrêta, prit mon visage entre ses mains. Amélie, je sais que j'ai pas été le meilleur des copains ces derniers temps. Mais je veux que tu saches que je t'aime et que je pense tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Je souris timidement, en hochant de la tête pour lui signifier que j'avais compris, mais je fuyais son regard. Il m'embrassa avec fougue pour appuyer ses propos. Comme pour confirmer de sa bonne volonté et de son engagement, il retrouva du travail, peu de temps après. Ce n'aurait été qu'une mauvaise passade. La première fois, je crois que je n'ai pas bien réalisé ce qui m'était arrivé. Ou peut-être refusais-je déjà de voir la vérité. Je rentrais du travail à 22h, après avoir bu un verre avec mes collègues. Ruben m'attendait sur le canapé. Il regardait fixement l'écran de la télévision allumé, mais ne semblait pas y prêter attention. T'étais où? J'ai été boire un verre avec des collègues. T'as pas reçu mon message? Répondis-je indifféremment en enlevant mon manteau et mes chaussures. Il se leva brusquement, renversant quelques bouteilles de bière au sol. Encore? Tu sens le parfum de mec que tu me trompes, c'est ça? Demanda-t-il en titubant vers moi. De quoi tu parles? Va te coucher, t'es bourré, tu dis n'importe quoi. Répliquai-je lasse. Le geste est allé si vite, la gifle est allée si vite, je ne m'y attendais tellement pas, je n'ai eu aucun réflexe. En une seconde, je me retrouvais à demi allongée sur le sol, la main sur ma joue rougie, le goût du sang envahissant ma bouche. Ruben se dirigea vers la chambre, la tête baissée sans dire un mot. Ruben n'avait jamais été une personne violente. Il pouvait facilement s'emporter et devenir nerveux quand il avait bu plusieurs verres avec ses copains, mais sans plus. Jamais je n'aurais pensé qu'il lèverait la main sur moi. J'ai dû rester assise un long moment, adossée au chambranle de la porte, à essayer de comprendre ce qui venait de se produire. Je finis par me résoudre à me coucher sur le canapé sans me déshabiller. J'essayais de m'endormir, en vain. À 7 heures, je me levais mécaniquement, me préparais un thé vert et partis travailler. Au bureau, mes collègues me demandèrent ce qui était arrivé à ma lèvre inférieure, boursouflée. Après quelques hésitations, je répondis. Je me suis pris le coin d'une étagère. Le premier pardon. Vers midi, je me décidai à lui envoyer un message. Il faut qu'on parle. Dans la journée, il m'avait répondu qu'il était sincèrement désolé et promis que cet incident ne se reproduirait plus. Il semblait aussi perturbé que moi. Quand je rentrais le soir, il était déjà à l'appartement. Il avait préparé un dîner romantique. Les bougies étaient allumées, du jazz jouait en fond sonore, les fumées en provenance de la cuisine sentaient délicieusement bon. Il m'aida à enlever mon manteau, je fis un geste de recul. Il tenta de m'embrasser, je détournai la tête. Je m'assis, crispée, n'osant pas parler. Cela me faisait mal au cœur de gâcher l'ambiance, de ruiner ses efforts. Lui essayait de se comporter comme à son habitude, jovial, souriant, de bonne humeur. Il m'avait cuisiné mon plat préféré, des lasagnes aux chèvres et aux épinards, mais je n'avais pas d'appétit. Il me demanda comment ma journée s'était passée, me raconta la sienne. Petit à petit, je me détendis. J'avais retrouvé mon Ruben. On alla se coucher, mais j'étais toujours légèrement tendue. Il le sentit et s'excusa de nouveau. Il glissa sa main entre mes cuisses. Je suis pas d'humeur. Marmonnai-je. Allez, pour me faire pardonner. Murmura-t-il à mon oreille en commençant à m'embrasser dans le cou. Non, j'ai pas envie. Répliquai-je. Pourquoi? S'agaça-t-il. T'aurais envie de moi, là, si je t'avais foutu une gifle la veille? Lui répondis-je sèchement en le regardant droit dans les yeux. Il s'arrêta, baissa la tête, le regard et se retourna. Les jours passèrent, l'incident fut oublié et nos vies reprirent leur cours comme si rien ne s'était passé. La douche froide. Mon téléphone vibra. Je saisis une serviette, me frictionnai le corps avec et sortis de la douche. C'était Mathieu. Il venait de m'envoyer une vidéo manquant notre supérieur. Je ris, peut-être un peu trop fort. J'entendis Ruben se lever du canapé et se précipiter dans la salle de bain. Parle à qui encore? À l'autre con, là? S'exclama-t-il. Arrête un peu, c'est juste un collègue, tu me fatigues à la fin. Lui répondis-je excédé. Un jour, n'ayant plus de batterie, il m'avait emprunté mon portable et avait remarqué que je parlais souvent au dit Mathieu. Depuis, il s'était mis en tête que je le trompais et que j'allais le quitter. Il m'arracha le téléphone des mains et le jeta contre le mur à l'autre bout de la pièce. Non, mais t'es con ou quoi? M'énervai-je. Il me saisit par les épaules et me plaqua violemment contre le mur en carrelage bleuté. C'est ta faute. Tu parles pas d'autres mecs, c'est clair. Tu fais ce que je te dis, c'est tout. Il n'y a que moi qui t'aime vraiment. Les autres volent juste ton cul. Effaré, je n'osais plus bouger. Nos visages étaient à quelques centimètres, le sien rouge, crispé par ses veines tendues, le mien figé, apeuré, les yeux écarquillés. Tu Lâche tout de suite.
Réussis-je à articuler de façon la plus autoritaire que je pouvais. Il s'exécuta. Fébrile, j'attendis sans bouger jusqu'à ce qu'il retourne dans notre chambre. Je me laissais glisser le long du mur et restais accroupie. J'avais la chair de poule, mais ce n'était pas dû au froid. Au pied du mur, je restais enfermée dans la salle de bain, des heures à me demander qui était cet homme et qu'avait-il fait de mon béni. Je n'arrivais pas à réfléchir, je ne faisais que renifler comme une enfant, les larmes dégoulinant inlassablement de mes yeux. Au bout d'un moment, je l'entendis toquer doucement à la porte. Je ne répondis pas. Il toqua de nouveau, mais Lee, ouvre s'il te plaît. Faut que je te dise un truc. Je te demande pardon, ouvre-moi. je ne répondis toujours pas. Je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas ce qui m'a pris, c'est juste que ça me rend fou de savoir avec d'autres mecs. Je suis juste jaloux parce que je veux pas te perdre, mais je t'ai vraiment fait mal. Oui. Réussis-je à prononcer distinctement en m'approchant de la porte. Sors, s'il te plaît. Non. Je l'entendis s'asseoir et s'adosser à la porte. Je fis de même. Je comprends pas ce qui m'arrive, je sais pas pourquoi, je suis comme ça avec toi. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me contrôler. Je te jure, je vais arrêter. C'est juste qu'en ce moment, je suis stressé à cause du travail. T'es sérieux? Moi aussi, je suis stressée à cause du travail. C'est pas une excuse? T'as raison. Je te vais pas me défouler sur toi. Je te promets que je vais changer. J'aime pas quand je suis comme ça, j'aime pas te faire du mal. Je l'entendis pleurer doucement. Je me mis à pleurer aussi. On resta un long moment adossé à la porte, chacun de son côté. J'aurais pu partir, mais je ne l'ai pas fait. Pour aller où de toute façon? La cigarette. J'avais envie de le croire, de lui pardonner après tout. Il ne m'avait pas fait si mal. Ces 2 épisodes m'avaient rendu morose et crispée. Pour essayer de me détendre, je m'étais remise à fumer. Il ne supportait pas ça. Un soir, je rentrais du travail avant lui. J'en profitais pour m'allumer une cigarette à la fenêtre. L'air frais caressant mon visage et mon cou m'apaisa. Je fermais les yeux. J'entendis la porte d'entrée claquer, ses pas lourds sur le plancher. Il avait l'air de mauvaise humeur. Ce court instant d'évasion n'aura pas duré. J'eus à peine le temps de tourner la tête qu'il se rua sur moi. Il me saisit par la gorge et appuya mon cou contre le rebord de la fenêtre. Je t'ai dit d'arrêter de fumer, putain. Beugla-t-il. Lâche-moi, tu me fais mal. Arrête. Répétai-je, le souffle coupé en me débattant éperdument pour essayer de lui faire lâcher prise. Je gesticulais, le griffais, lui donnais des coups de pied, mais ses doigts restaient agrippés à ma gorge. Il était plus fort que moi. Alors qu'il avait fini par enlever une main et que je pensais enfin pouvoir me libérer, je sentis une brûlure intense le long de mon bras. Il en avait profité pour s'emparer de ma cigarette et me l'éteindre sur la peau. Ça devrait t'ôter l'envie de recommencer. Grogna-t-il. Il me lâcha, me donna un dernier coup de pied dans les jambes, en grommelant une insulte, tourna le dos et commença à se diriger vers notre chambre, le regard hagard. Toujours collé au mur, le long duquel je m'étais écroulée après qu'il ait lâché son emprise, je repris une cigarette dans le paquet à côté de moi et l'alluma. Il se retourna brusquement, abasourdi, la main tremblante. Je continuai à fumer en le regardant fermement droit dans les yeux. D'abord incompréhensif, son regard refléta ensuite la colère, la frustration, le dégoût, puis il finit par s'en aller. Le collier. Le lendemain, il m'attendait sagement à la maison, l'air agité. Bonsoir, Mélisse, ça va? Me demanda-t-il, tendre mais maladroit. Bah sérieux là, pourquoi tu fais comme si de rien n'était? Tu veux que je te dise si ça va? Eh ben non, ça va pas, figure-toi. J'ai un copain qui me fait mal. Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça, putain? M'enflammai-je instantanément. Je sais pas, je te jure que je comprends pas. C'est juste que j'arrive pas à me contrôler, je m'en rends compte, tu sais. Cela n'enlève rien à l'amour que je te porte. D'ailleurs, pour me faire pardonner, je t'ai apporté quelque chose. Il sortit un écrin en velours bleu marine Swarovski, l'ouvrit et me le tendit. Ah, mais tu comprends rien en fait. Dis-je en secouant la tête abasourdie. Pas des bijoux que je veux, c'est du respect. C'est me sentir en sécurité chez moi. Tu comprends ça? Continuai-je en gesticulant et en balançant le coffret à l'autre bout de la pièce. Putain, mais t'es sérieuse, je fais des efforts, je te fais un cadeau et toi tu me rembarques comme une merde. Tu sais combien ça coûte? Répondit-il en s'énervant. C'est pas ça, faire des efforts. Faire des efforts, c'est aller te faire soigner parce que t'es malade. Il se rua sur moi, le poing serré, le regard fou. J'esquissais un geste pour me protéger, les 2 bras au-dessus de la tête, mais au moment de lâcher le coup, il s'arrêta net. Je relevai la tête, le regard, et il partit comme une furie en claquant la porte de l'appartement. Il revint tard dans la nuit, complètement éméché. N'ayant toujours pas réussi à fermer l'œil, je l'entendis arriver et me précipitais pour m'enfermer dans la chambre. Il tambourina de toutes ses forces, toute la nuit. Il beuglait qu'il allait me casser la gueule et m'insultait. J'étais recroquevillée sur notre lit, morte de peur, secouée de spasmes, débordant de larmes. Sur les coups de 5 heures, un voisin vint se plaindre. Ruben l'envoya bouler, mais au moins cela le calma. Il se mit à ronfler sur le canapé et je pus enfin me reposer un peu. Atmosphère à couper au couteau. Alors que je coupais en petits morceaux des oignons pour les pâtes carbonara du repas de ce soir, je le sentis s'approcher. J'étais mal à l'aise. Je n'arrivais plus à être détendue en sa présence. Même si je ne voulais pas lui montrer que j'avais peur de lui, j'étais toujours sur la défensive. Il se glissa derrière moi, colla son bassin, glissa ses mains sous mon t-shirt, dégagea une mèche derrière mon oreille et me murmura « Tu m'excites trop quand tu fais à manger. » Je lui dis de partir, que j'en avais pas envie. Je le sentais dur contre mes fesses. Ses mains commencèrent à se balader sur ma poitrine. Et il continuait.
Allez, ça prendra pas longtemps, laisse-toi faire. Je lui répondis non sèchement en essayant de me dégager. Quand il commença à déboutonner mon jean, je me retournai brusquement et brandis mon couteau sous sa gorge. Quand je te dis de me lâcher, tu me lâches, c'est clair? Lui lançai-je brutalement, le regard perçant. Il me répondit par un rictus menaçant et méprisant. Je ne lâchai pas le couteau de toute la soirée. Il fallait que je parle de la situation à quelqu'un. Mais à qui? Je ne voulais pas inquiéter ma mère. Je décidai d'en parler à ma sœur, Gabrielle. Elle saurait me dire quoi faire. Elle avait un caractère bien trempé, pas du genre à se laisser faire. C'était un pan de sa personnalité que j'appréciais et admirais beaucoup. Je fis en sorte d'aller boire un verre avec elle le soir même. On s'installa, prit un verre et commença à parler de tout et de rien. Une ambiance joyeuse régnait dans le bar. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée, que je n'avais pas rigolé. Je n'avais pas envie de ruiner l'ambiance ni de gâcher la soirée. Finalement, nous sortîmes fumer. Après quelques banalités, l'air frais me rappela à l'ordre. Tu sais, ça se passe pas si bien avec Ruben. On se dispute beaucoup, violemment parfois. Ça m'affecte beaucoup, physiquement et mentalement. C'est la première fois que j'en parle en fait. Je sais pas trop quoi faire. Commençai-je doucement. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Demanda-t-elle abasourdie. C'est vrai que je ne sors plus même pour aller voir les parents. Pour te dire, je préfère rester au travail plus tard le soir pour ne pas avoir à le confronter en rentrant. Je me suis même mise à dormir sur le canapé. Attends, mais ça se pense, c'est chaud. Comment ça se fait que vous en soyez arrivé là? M'interrogea-t-elle. Comment mettre un mot, des mots sur ce qui se passe, sur ce qu'il m'a fait? Pour la première fois, je devais dire à voix haute ce que je vivais au quotidien. Cela rendrait la situation réelle, irréversible. Pour l'instant, elle ne prenait vie qu'au sein de notre appartement, comme un huis clos. Pas de possible retour en arrière. Je ne pourrais plus effacer de ma mémoire, consciemment ou non, ce qu'il m'arrivait. Quel mot? Quelle expression utiliser? Quel temps? Il me bat? Il m'a frappé? Le truc, c'est que plusieurs fois, il m'a fait mal, physiquement. Je regardais autour de moi pour m'assurer que personne ne nous regardait et enlevais mon foulard découvrant des marques de strangulation bleutées et violacées. Elle se mit à s'énerver, à l'insulter de tous les noms, à dire qu'il fallait que je le quitte immédiatement. On se mit d'accord pour que j'aille dormir chez elle le soir même. Avant que l'on quitte le bar, elle alla aux toilettes. Je préférais rester dehors afin de profiter du silence et de l'air me rafraîchissant l'esprit. J'esquissais un sourire. La goutte de trop. Puis au loin, je vis apparaître une silhouette familière. Perplexe, je m'approchais. C'était Ruben. Je lui avais dit que je sortais prendre un verre avec Gabrielle, mais pas où. M'aurait-il suivi? Tourmenté sous sa capuche, son regard noir creusait le sol. C'est alors que j'aperçus la bouteille de Jack Daniels qu'il avait à la main. Il leva les yeux vers moi d'un air mauvais et alcoolisé. T'es vraiment qu'une pute. Il but une gorgée, d'un ton se voulant autoritaire. Je lui répondis qu'il avait trop bu et qu'il ferait mieux de rentrer à l'appartement. Tu te fous de ma gueule, non? Tu me dis qu'il va juste boire un verre avec ta sœur et t'es là, traîner dans les bars. S'énerva-t-il. Elle est à l'intérieur, calme-toi. D'ailleurs, comment t'as su que j'étais là? Tu m'as suivi? Le répondis-je en m'énervant également. Des passants et des clients qui fumaient leurs cigarettes devant le bar commençaient à se retourner sur nous. Bien, on s'en va. M'ordonna-t-il en m'attrapant par le bras. J'essayais de me dégager, mais l'alcool avait décuplé sa force. On marcha précipitamment dans une ruelle jusqu'à ce qu'il s'arrête brusquement et me plaqua contre le mur. Mon crâne cogna la pierre froide. Le premier coup me surprit. Il s'était tourné vers la route comme pour essayer de reprendre ses esprits. Puis d'un coup, il se retourna et me donna un coup de poing. J'eus à peine le temps d'assimiler le choc qu'un autre arriva, tout aussi brutal. Le goût du fer amer du sang inonda ma bouche. Cette fois, je ne relevai pas la tête. Son poing frappa le mur. La douleur l'excita encore plus. Il m'agrippa par les cheveux et me jeta par terre. Alors que j'essayais de me mettre à quatre pattes pour me relever, un coup de pied brutal anéantit toutes mes chances d'y parvenir. Je sentis une ou plusieurs côtes craquer. Alors qu'il maugréait des insultes à mon égard, je le suppliai d'arrêter, aveuglé par les larmes et le sang. J'étais recroquevillée sur le sol, en position fétale, espérant désespérément qu'il arrête. Mes prières furent exaucées. Il arrêta. J'essayais de reprendre mon souffle, tant bien que mal. Il me reprit par le bras et me releva. Allez, viens. Asséna-t-il. Non, laisse-moi, m'approche pas. Bafouillai-je en essayant de me dégager. La tête baissée, le dos courbé, je n'arrivais plus à réfléchir. Je ne voulais pas partir avec lui, mais je n'avais pas la force de m'y opposer. La douleur monopolisait tous mes sens. Je me laissais traîner. Il me tirait par le bras, le regard à la fois vif et perturbé. Essoufflé, il marchait trop vite pour moi. Respirer me provoquait un jet de douleur intense à chaque inspiration. Je n'arrivais pas à suivre son rythme. Je trébuchais, tombais, il me relevait. À chaque chute, ses doigts se crispaient encore plus fort autour de mon bras. Une fois arrivé à notre appartement, je ne pensais qu'à une chose, partir. Je n'osais pas, de peur qu'il recommence. J'attendais qu'il aille se coucher, mais il ne le fit pas, et je commençais à faiblir. Maintenant qu'on était arrivé, je pouvais souffler et me reposer. La douleur accaparait tous mes sens. Je ne pensais qu'à une seule chose, qu'elle s'arrête. Je m'allongeais sur le côté, les paupières à moitié fermées, je somnolais à même le sol. C'est pour notre bien. Quand je rouvris les yeux, la lumière du jour traversait les rideaux pâles. Il dormait à poings fermés. Je pris une aspirine, alluma mon portable.
Gabrielle, 13 appels manqués. Je la rappelais et lui demandais de venir me chercher. Il était encore tôt, elle n'était pas encore partie au travail. Je sortis dans la rue. L'environnement était bruyant, les passants se précipitaient le long des trottoirs, les voitures klaxonnaient mécaniquement. Une fois arrivée, elle s'affola de me voir dans cet état et me demanda ce qui s'était passé, mais comprit rapidement. Elle m'emmena directement aux urgences. Je n'opposais aucune résistance. Elle me parlait sans s'arrêter et me posait une multitude de questions, mais je n'écoutais pas. Une seule question hantait mes pensées. Comment allais-je expliquer la situation aux soignants? Je ne voulais pas dire que c'était mon fiancé qui m'avait fait mal. Je ne connaissais pas la procédure appliquée lors de ce genre de situation. Certes, notre relation rencontrait des difficultés et Ruben avait clairement un problème, mais l'enfermer n'était pas non plus la solution. Dans le même temps, Gabrielle n'accepterait jamais que je le couvre. Elle téléphona à son travail afin de les avertir qu'elle ne pourrait pas être présente ce matin. Je la coupai et lui dis que je pouvais y aller toute seule. Elle refusa. Je te connais. Tu as pas l'air de dire que c'est Ruben qui t'a fait ça. Je te préviens, si tu le fais pas, c'est moi qui le fais. Épuisée, après tant de nuits à dormir à poing ouvert, je me laissais faire. Finalement, avant de sortir de la voiture, j'eus une idée. Je vais le quitter. Tu dis rien au médecin? Je te promets de le quitter. De plus jamais le revoir. Affirmai-je fermement. Elle me toisa sceptique. Promets? De toute façon, dès qu'on sort d'ici, on file chez toi, on prend tes affaires et tu viens vivre avec moi. Je l'écoutais sagement, le regard regorgeant de gratitude et de larmes naissantes. Elle me prit dans ses bras. Tellement de chance de t'avoir. Murmurai-je. La journée aux urgences se déroula sans encombre, bien qu'harassante. On mentit aux infirmiers, eux aussi épuisés par des nuits sans repos à soigner des incurables. J'appréhendais le fait de retourner à l'appartement. Je ne voulais pas avoir à le confronter. Je n'en avais plus la force. Gabrielle m'attendait dans la voiture. Elle était garée en double fil. Je saisis un sac et me dépêchais de mettre mes affaires au hasard dedans. Alors que j'étais penchée dans une armoire, je sentis une présence derrière moi. Tu fais quoi? Me demanda Ruben, perplexe. Dans la précipitation, je n'avais pas refermé la porte d'entrée. Je ne l'avais pas entendu rentrer et fus surprise de le voir debout, derrière moi. On s'en ne fit qu'un tour. Je me retournai brusquement, je déglutis. Je vais prendre des affaires. Répondis-je tout en continuant ma tâche mécaniquement. Pour aller où? Continua-t-il, déstabilisé. Je vais vivre chez ma sœur. Dis-je, sans me laisser perturber par ses questions. Mais attends, tu peux pas partir comme ça. Tu reviens quand? Me demanda-t-il, d'une petite voix, toujours debout derrière moi, déconcerté. Je sais pas. Une idée me traversa l'esprit. Est-ce que j'allais revenir? Je sentis mon cœur se serrer. Cela faisait aussi mal qu'un coup. J'aperçus mon visage dans le miroir. Je réalisais que je ne m'étais pas regardée dans un miroir depuis longtemps. Au-delà de la cicatrice sur ma pommette droite, ma lèvre inférieure écorchée et mon œil au beurre noir, j'avais des cernes sombres, les joues creuses, le visage pâle. Je me retournai et lui fis face. Il essaya de me prendre les mains en douceur, je le repoussai. Il avait l'air perdu, le regard d'un petit enfant qu'on aurait disputé sans raison. Il était désemparé. Je voyais bien qu'il essayait de s'exprimer, de me dire quelque chose. Je le laissais le temps de trouver les mots. Il finit par bredouiller. Mais Lee, tu peux pas me laisser comme ça. J'ai besoin de toi. Cette fois, c'est moi qui lui pris les mains. Je m'approchai de son visage, je cherchais son regard. Il était rivé au sol. Il le souleva subrepticement, mais j'ai eu le temps d'y capter la honte, mêlée au tourment. Je pris une inspiration et commençai. On peut pas continuer comme ça. Je peux pas continuer comme ça. Je peux pas rester. Tu me fais mal. Il me coupa avant que je puisse finir. J'ai compris maintenant. Je vais prendre soin de toi. C'est juste une mauvaise passade, on va s'en sortir. Je peux pas vivre sans toi. Insista-t-il. Et moi, je peux plus vivre avec toi. Répliquai-je inflexible. S'il te plaît, je te promets que je vais changer. Reste. Non, tu me l'as déjà promis. Et voilà où on en est. D'abord tu changes, tu te soignes, je sais pas, mais tu fais quelque chose. Tu te reprends en main. Continuai-je, imperturbable. Et après, tu reviens, hein, c'est sûr. J'attendis un instant, puis je hochai la tête. Ses mains crispées dans les miennes, il arborait les mêmes cernes, le même teint blafard que le mien. Il tenta de me prendre dans ses bras. Au début sceptique, je finis par me laisser aller. Je passai ma main dans ses cheveux, le long de son dos. Je sentis sa peau contre la mienne, son parfum enivrant. Cet instant semblait comme une pause, une éternité. On relâcha notre étreinte. Des larmes avaient roulé le long de ses joues creuses, le long des miennes aussi. J'essuyai ses larmes, il essuya les miennes. Je pris mon sac, ouvris la porte et sortis sans me retourner, de peur de craquer. Je m'installai dans la voiture de Gabrielle sans un mot. La remontée. Pendant la période qui suivait mon départ, notre relation prit un autre tournant. Lui qui m'envoyait peu de messages, commença à m'en écrire beaucoup. Pendant de longues semaines, je n'y répondis pas. Puis je finis par céder. Je me sentais seule, il me manquait. Je refusais toujours de le voir, mais on échangeait tous les jours. On se racontait notre quotidien, comme on avait l'habitude de le faire. Je ne voulais toujours pas qu'on s'appelle. J'avais du mal à cerner ce que je ressentais à son égard. Je le détestais de me faire du mal, mais j'étais en colère contre ses pulsions incontrôlables. Mais le béni du début me manquait terriblement. On parlait beaucoup de ses séances avec sa psychologue. Il me racontait qu'au début, il avait du mal à expliquer son problème, tellement il lui paraissait inconcevable blesser une des personnes qu'il aimait le plus au monde. D'ailleurs, il hésitait toujours à y aller, mais il finissait toujours par se forcer. Pour moi, à chaque début de séance, il était mal à l'aise, réservé. Il refusait de s'ouvrir. Mais, me disait-il, elle parvenait toujours à le mettre en confiance, à ce qu'il se dévoile. Il m'expliquait qu'il se sentait mieux dans sa peau, qu'il avait plus confiance en lui. Les semaines, les mois défilèrent. Je vivais bien avec ma sœur. On était retournés voir nos parents.
Elle ne leur avait rien dit. Elle pensait comme moi, qu'ils étaient âgés et qu'il ne fallait pas les inquiéter. Ils savaient seulement que Ruben et moi faisions une pause. Puis les messages se transformèrent en appels et il finit par demander à me revoir. Il voulait qu'on aille boire un verre. Il me proposa de dormir à l'appartement. Je refusai. Il accepta et me raccompagna. On se revit encore. Il me proposait à chaque fois de venir dormir chez nous. Je refusais toujours. Il acceptait et ne semblait pas s'en agacer. Il me proposa d'aller au restaurant, celui auquel nous avions fêté nos 8 ans ensemble. Il était beau, dans son élégant costume noir et blanc. Le dîner s'éternisait. Je ne vis pas l'horloge tourner. Les autres clients du restaurant s'étaient levés pour danser doucement sur de la douce musique jazz. Il posa sa main sur la mienne, la caressa doucement en me souriant d'un air protecteur. C'était la première fois qu'on se touchait depuis la séparation. La sensation de sa peau sur la mienne me fit du bien. J'en eus des frissons. Il m'invita à danser. J'hésitais puis acceptais. J'appréhendais son corps contre le mien. Pour détendre l'atmosphère, je le taquinais. Depuis quand tu sais danser? Lui lançai-je d'un air à moitié moqueur et gêné. On dansa longtemps, collés l'un à l'autre, comme si le temps s'était arrêté, comme si nous étions seuls sur la piste de danse. Puis il finit par me murmurer à l'oreille. Tu rentres à l'appart avec moi ce soir? Je répondis sans réfléchir par l'affirmative. Une poussée d'adrénaline me monta à la gorge. Nous étions rentrés en silence. L'alcool et la danse nous avaient fait tourner la tête. Mais dans l'ascenseur, la tension était palpable. On se désirait tout autant réciproquement. Dès que la porte de l'appartement se referma, on se voua l'un à l'autre. On s'embrassa langoureusement dès la porte d'entrée refermée. Arrivés dans le couloir, nos vêtements étaient déjà arrachés. On se rua dans la chambre, se jeta sur le lit. On fit l'amour intensément toute la nuit, nos corps constamment attachés l'un à l'autre, comme si nous ne faisions plus qu'un. Nous finîmes par discuter de tout et de rien. Moi, à demi assise, reposant sur les oreillers, mes jambes en tailleur autour de lui, à demi allongées sur moi, sa tête reposant sur ma poitrine. Il eut un geste de recul. Ah, t'as les pieds froids? S'exclama-t-il. Eh oui, j'ai pas changé, Rigolai-je. Il rit puis marqua une pause, me regarda sérieusement, posa doucement sa main sur ma joue et murmura. Moi aussi. Je finis par aller me soulager dans la salle de bain. La dernière fois que je m'étais regardée dans ce miroir, mon corps était marqué d'hématomes. Il était redevenu immaculé. Seule la brûlure de cigarette ne s'était pas effacée. Il me demanda si je revenais définitivement vivre à l'appartement. Je lui répondis que non, que je voulais prendre mon temps et ainsi mieux apprécier son évolution. Il souriait, me répondait qu'il comprenait tout à fait. Je finis par passer de plus en plus de temps là-bas, puis ce fut comme si je n'étais jamais partie. Tout était redevenu comme avant. Gabrielle n'avait jamais été d'accord pour que je le revoie. Elle en fut malade quand je lui annonçai que je retournais vivre avec lui. Elle me dit qu'au moindre problème, elle rappliquerait. Je lui répondis que cela n'arriverait pas, qu'il avait changé. Comme avant. Notre quotidien se remit en place naturellement, même si au début j'étais quelque peu sur la défensive. Puis la routine reprit le dessus. Chacun connaissait les tâches domestiques qui lui étaient attribuées. J'avais retrouvé le plaisir de vivre avec mon meilleur ami, mon amoureux. On s'amusait toujours autant. Un matin, alors qu'on se brossait les dents, on entendit le camion poubelle passer. T'as sorti les poubelles? Me demanda-t-il. Ben, même pourquoi? On est lundi. Répondis-je perplexe. Putain, je t'ai pas dit, à cause des travaux, ils ont changé de jour. Ça Larma-t-il. Merde, attends, j'ai peut-être encore le temps d'y aller. Dis-je en crachant un monsieur la bouche. Non, c'est bon, t'inquiète, c'est ma faute, je vais y aller. S'écria-t-il en vérifiant par la fenêtre qu'il n'était pas encore passé devant chez nous. Finalement, après s'être chamaillés comme des enfants, on descendit tous les deux les marches de l'escalier de l'immeuble, 4 à 4, les poubelles à la main, en peignoir et en pyjama. On s'esclaffait en trébuchant dans nos pantoufles, mais on arriva à temps. On reprit notre souffle et on retourna à la porte de l'immeuble. T'as pris les clés? Me demanda-t-il suspect. On se regarda et on explosa de rire. Il était toujours autant à mes petits soins. Ma période du mois arriva, il m'acheta du chocolat et on resta à l'appartement à regarder Netflix toute la soirée. Il me disputa parce que j'avais encore continué Black Mirror sans lui. Je lui répondis que je saurais me faire pardonner d'un air coquin. Tout cassé. Un soir, alors que je ramassais nos affaires sales pour faire une machine et qu'il jouait à sa console, ma patience eut des limites. Tiens, tu peux mettre tes fringues dans le bac à linge, sérieux? J'en ai marre de ramasser ton bordel partout dans l'appart. M'exaspérai-je. C'est bon, je ferai plus tard. Lança-t-il sans quitter l'écran des yeux. Non, tu le fais jamais, ça fait 20 fois que je te le répète, on s'était mis d'accord, ça commence sérieusement à me saouler. Dis-je en élevant la voix. Il ne me répondit pas. Il était hypnotisé par l'écran. Je me mis alors entre la télévision et lui. Il devint hystérique, me prit le bac des mains et le balança à travers la pièce contre une étagère qui s'écroula sous le choc. Je répondis à son accès de colère en rétorquant que moi aussi je pouvais m'énerver et casser des trucs. Je joins mon geste à la parole et balançai ses jeux vidéo à l'autre bout de la pièce. Il se mit alors dans une rage encore plus folle. Il était hors de lui. Il se mit à taper contre les murs, les portes. Il brisa les miroirs, les assiettes, les vases, tout ce qui lui passait sous la main. Il renversait tout sur son passage. On aurait dit qu'il était possédé. Rien n'aurait pu l'arrêter. Effrayée, je me réfugiai dans le coin le plus proche, accroupie, espérant me faire oublier. Puis d'un coup, il se retourna brusquement vers moi, comme s'il venait de se rappeler de mon existence. Il s'arrêta net. Prise de panique, ne sachant que faire, je fuis. Je courus dans la rue. Au début, je l'entendis me courir et me crier après. Je ne m'arrêtai que bien après qu'il ait cessé de me poursuivre, jusqu'à ce qu'un point de côté me transperce les côtes. Je me retrouvai alors à la rue, en pleine nuit, en chaussettes, sans veste, sans sous-vêtements, seule et essoufflée. Je ne rentrai que sous le coup des 4 heures après avoir erré dans les rues, déboussolée.
craignant le rencontrer à chaque coin de rue. J'apercevais son visage sur tous ceux des hommes que je croisais, celui avec la capuche rabaissée, marchant d'un pas pressé, celui en costard-cravate, sortant d'une maison close, celui avec une casquette, crachant la fumée de sa cigarette. Je sonnais à la porte de notre appartement, tremblante de peur et de froid. Il m'ouvrit, je rentrais sans dire un mot, il avait tout rangé. Et si il ne m'avait pas touchée, peut-être parce que j'avais fui. Si j'étais restée, que se serait-il passé? Peut-être qu'il m'aurait simplement parlé. Je préférais qu'il dirige sa colère envers les objets plutôt que sur moi. Peut-être qu'il était guéri, mais qu'il avait toujours cette colère envahissante en lui, qu'il avait besoin de canaliser, mais qu'il ne dirigerait plus sur moi. Je suis donc revenue. Mais au fond de moi, j'avais toujours cette appréhension qu'il recommence, même s'il ne le faisait pas. Je ne me sentais pas bien. Loin de lui, j'étais malheureuse, près de lui aussi. Je choisis de rester. Depuis sa crise, on ne s'endormait plus dans les bras l'un de l'autre. J'avais l'impression que quelque chose s'était brisé entre nous. Ma confiance s'était dissipée. J'avais même tendance à m'éloigner le plus possible de lui, à m'allonger sur le côté, sur le bord de lit. Il continuait à se glisser derrière moi, à m'enlacer, à m'embrasser dans le cou. Je ne répondais plus à ses caresses, à ses baisers. Un soir, il se colla et m'enlaça de nouveau. J'ai envie de toi. Non. Murmura-t-il. J'ai pas envie. Répondis-je lasse. Allez, ça fait plus de 2 semaines qu'on n'a rien fait. S'emporta-t-il. C'est vrai qu'on n'avait plus couché ensemble depuis sa crise, mais je restais quand même sur mes positions. Il se mit à s'énerver, à m'insulter, à m'agripper par les cheveux. Je me débattis, mais il réussit à m'allonger sur le ventre. Il était plus fort que moi. Je gesticulais dans tous les sens. J'essayais de me dégager en utilisant mes jambes, mes bras, mes mots, rien à faire. Il me pénétra, une main bloquant mon bras gauche, une main sur ma bouche. Il me faisait mal. Malgré sa main puissante me bâillonnant, j'essayais tout de même de crier. Arrête, tu me fais mal. Je t'en supplie, lâche-moi. Au bout d'un moment qui me parut infini, il se retira. Sous le choc, je ne bougeais pas. Quand il tenta de revenir vers moi, je continuais de balbutier sans discontinuer ces mots. Me touche pas, m'approche pas. Puis, alors qu'il était allongé à côté de moi, je lui sautais dessus. Je devins complètement hystérique. Je l'insultais et lui répétais que je le détestais, le frappais, lui donnais des coups, aveuglé par la haine. Il m'assénait que je devais me calmer. Il réussit à se dégager et à se lever en me poussant brutalement hors du lit. Cela ne me découragea pas. Je revins à la charge, des larmes de rage accompagnant mes cris de désillusion. Alors que je continuais à le rouer de coups, il m'agrippa par les poignets et me hurla d'arrêter. Je ne m'arrêtais que quelques secondes, pour reprendre de plus belle, répétant incessamment que je le haïssais, toujours animé par une rage tempétueuse. Énervé aussi, il me demanda pourquoi je ne m'étais pas laissé faire. Je répondis qu'il était complètement malade. Ma fureur se déversa et s'empara de lui. Moi, je suis malade, je fais tout pour toi et tu me traites de malade. Je te traite comme aucun mec te traitera jamais. Je suis malade de tout faire pour toi, oui. T'es vraiment qu'une salope ingrate. Il se mit à me pousser, de plus en plus fort. J'essayais de m'enfuir. Il m'agrippa de nouveau par les cheveux et la gorge. Cette fois, tu iras nulle part. Je ne laisserai pas partir une nouvelle fois. T'es à moi. J'essayais de me dégager de son étreinte, mais il me jeta au sol. Dans la chute, ma tête cogna un meuble et le sol. J'essayais de ramper, loin de lui. Tu iras nulle part comme ça. Hurla-t-il. Il se mit à me donner des coups de pied violents. Je le suppliais d'arrêter, m'agripper à ses jambes, à genoux, mais il ne s'arrêta pas. À un moment, alors que je ne réagissais plus à ses coups, il déporta son attention ailleurs. J'en profitais alors pour me jeter dehors. Il était encore tôt, c'était l'aurore. Je me dirigeais alors instinctivement vers la personne que je connaissais vivant le plus proche, ma mère. Je titubais tant bien que mal, je ne croisais presque personne. Je n'avais qu'une chose en tête, me mettre à l'abri. Ruben crut que je me rendis chez ma sœur et se précipita chez elle. Le voyant dans cet état, elle comprit que quelque chose s'était passé et explosa de colère. Voyant que je n'étais pas chez elle, il voulut repartir. Ma sœur le retint autant qu'elle put. Dès son départ, elle appela la police. Ils avaient deviné que si je n'étais pas chez moi ni chez elle, j'étais chez ma mère. Quant à moi, j'arrivais tant bien que mal chez ma mère. En me voyant découlinante de sang, elle se mit à paniquer et à me demander ce qu'il s'était passé. Je ne répondis pas et me dirigeai à l'étage, me cachai dans sa chambre. Elle appela les pompiers en sanglotant, la voix entrecoupée de spasmes. C'est ma fille qui va pas bien. Venez vite, s'il vous plaît. Mais c'était trop tard. Ruben m'avait déjà retrouvée. Il rentra comme une furie dans la maison. Ma mère fulminait après lui, essaya de l'empêcher de passer. Il l'esquiva d'un revers de main. Il criait mon nom à travers toute la maison. J'essayais de me diriger vers la porte pour m'enfermer, mais ma condition physique ralentissait mes mouvements. Une seconde trop tard. Alors que je m'apprêtais à fermer la porte, il se rua à l'intérieur. J'essayais de lui échapper, sans succès. Il me plaqua contre une étagère. Tu rentres avec moi. Il avait le regard brouillé par la haine, la folie. J'essayais de le calmer avec les mots. Je n'avais plus la force de le combattre avec les mains. Et regarde-moi, c'est moi, Amélie. Tu m'aimes, rappelle-toi, respire. Je répétais ces quelques bribes de phrases jusqu'à ce qu'il eût l'air de se calmer. Quand je sentis sa prise se relâcher, dans un dernier élan de courage, j'en profitais pour me jeter vers l'escalier. Mais j'avais surestimé mes réflexes. Il me rattrapa en un rien de temps. Dans l'agitation qui suivit, de bousculades, de coups, d'acharnement, ce qui devait arriver arriva. Alors que j'avais trébuché et que je rampais vers l'escalier, il m'agrippa par la cheville et il me traîna en arrière. Je me retournai et lui donnai un coup de pied dans l'autre jambe. Fou furieux, il me donna un dernier coup de pied, m'envoyant
dégringoler les escaliers. Je poussais un dernier cri déchirant. J'essayais de me retenir à tout ce qui aurait pu ralentir ou anéantir ma chute, en vain. Ma tête frappa immanquablement le carrelage immaculé de l'entrée. Mon sang se répandit sur les dalles comme une auréole. Ma mère hurla au désespoir. Les sirènes de la police et des pompiers hurlèrent aussi. Ruben se jeta sur moi. Il venait de réaliser l'étendue de sa folie. Il pleura toutes les larmes de son corps et plus encore. Il m'embrassait, tenait mes mains inertes dans les siennes, tremblantes, me balbutiait des pardons, suppliait de revenir, de l'emmener avec moi, prenait mon visage entre ses mains, le portait à son cœur. Les policiers arrivèrent, essayèrent de le tirer en arrière. Il refusait, se débattait, revenait sur moi, glissant dans mon sang. Finalement, les policiers finirent par réussir à le maîtriser. Pour le calmer, ils lui administrèrent une dose de tranquillisant. Sa vue se brouilla. La dernière vision qu'il eut fut une photo de vacances sur une commode de lui et de moi.